penses que Chris il va gagner ce soir? Qui retournent leur veste, mais comme jamais. À chaque fois, mec, Ça a aucun c'est sens. noir. Hein. Et moi, la dernière fois, là, j'ai mis 7500. Je suis monté à 450 000. Dis-toi, une des niches qui marche le mieux, tu fais le plus d'argent, c'est les comparatifs de Easy. Et tu te refais liquider, Ça fait combien de temps que t'as pas ouvert un trade? Là, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois. Qui propose une solution grâce à la blockchain 10 fois moins cher que dans le Web 2, et cette solution, c'est fucking le truc le plus important t'énerve pas. aujourd'hui. Non mais c'est vrai. Non mais c'est l'IA. Ils m'ont dit, ils sont tous foutus de ma gueule et ils m'ont foutu dehors. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui fait autant de fric que moi. Les gars, aujourd'hui, thème de la vidéo, l'eau. Je sais pas si on va le sortir tout de suite, mais vous devriez comprendre si vous avez vu un peu sur les réseaux. On est à Dubaï, on est inondé. Rien que pour venir, c'était compliqué. On a dû refaire ce podcast. Normalement, on devait le filmer l'autre jour, avant. Enfin, c'est un peu pas possible. On a dû louer une voiture. Ouais. On a dû louer une voiture au dernier moment parce que y avait plus de taxi, les gars. Donc c'est un n'importe quoi. Et même les voitures à louer, il y en avait presque plus. Ouais, putain. Genre, tout était parti parce que tous les gens ne pouvaient pas se déplacer. Du coup, tout le monde a loué tout ce qu'il y avait. C'est aberrant. Hein. On vous mettra quelques vidéos là, je pense maintenant, de tout ce qui s'est passé. Mais c'est quand même aberrant. Quand on pense Dubaï, c'est pas arrivé depuis 30 ans une tempête comme ça. Mais même plus, hein, j'ai vu 75 ans. 75 ans, t'as vu? J'ai vu Putain, 75 ans. Mais c'est abusé parce que quand je pense l'argent que ça représente pour Dubaï, toutes les dommages, parce que ok, nous c'est chiant parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire, etc. Mais en termes de coûts, d'infrastructure, ouais. C'est gigantesque. Moi, j'ai adoré la voiture là, de la Lambo là, qui va sous l'eau. Ouais, BitLord qui part avec sa Lambo. Enfin, c'est super drôle. En fait, vu que c'est token 2049 et tout ça, y a tout le monde crypto est à Dubaï en même temps. Du coup, c'est drôle parce que déjà qu'on est underwater avec nos longues, on est underwater aussi dans la vraie vie. Moi, je trouve ça trop drôle comme allusion. Ah ouais, non, mais c'est vraiment ça. En plus, plein de gens ont loué des Lambos et tout. Ils pouvaient rien faire. Tout le monde a dit, vas-y, ils vont claquer à Dubaï et tout. Non, mon gars. Puis nous, en fait, on a de la chance parce que nous, on est vers Marina, JBR Walk, et on est bien. C'était genre le lendemain matin, il y avait déjà presque plus. Ouais, mais Alan. Mais Alan, il habite dans un endroit où ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est enfoncé déjà de base. Du coup, il y a encore, je pense, bien 50 cm d'eau là maintenant. Ouais, non, c'est abusé. Hein. Tu te rappelles quand on est arrivé, c'était quoi? C'était hier ou c'était avant-hier? C'était avant-hier. On arrive chez lui, il y a littéralement genre des voitures complètement submergées à côté. Et la Bentley, là, les gars qui sont battés les couilles. Non, c'est une putain de folie. C'est juste une folie. Puis après, en vrai, ça devrait partir assez vite normalement. Ouais, là, ils sont en train de pomper un peu partout. Ouais. Et je pense d'ici 2 jours, 3 jours, je pense que c'est tout sec. Mais après, il faut nettoyer. Parce que là, il y a même du sable partout, il y a des déchets, il y a même encore plein de voitures qui sont abandonnées. Mais Dubaï va vite remonter sa face quand même. L'efficacité de Dubaï va revenir. Parce que quand on regarde, à part ça, il faut quand même le dire, une crise pareille, Dubaï n'est pas près du tout, ça fait 30 ans, qu'il a pas eu, 75 ans qu'il n'y a pas eu des crises comme ça. Et puis les gens ne se rendent pas compte, mais il y avait littéralement des mètres d'eau au milieu de la route. Là, on est quoi, 2 jours après, un peu plus de 48 heures après, 72 même. Il y a déjà beaucoup moins. Aujourd'hui, on a pu venir passer sur la route principale qui était pleine avant. Tu penses quoi de la rumeur là? Il y a des gens qui disent que vu que 2 ou 3 jours avant qu'il y a eu la grosse tempête, il faisait 40. Genre, il faisait vraiment beaucoup. Et il y a des gens qui disent que ils ont essayé de faire leur test pour mettre du sel dans l'air pour qu'il fasse pleuvoir, sauf qu'ils se sont foirés. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Il y a beaucoup de complotistes. Oui, je suis d'accord. Puis en vrai, peut-être, mais bon, c'est pas très grave. Je trouvais ça assez marrant. Si c'est le cas, c'est drôle. C'est drôle parce qu'ils se sont foirés. Mais après, moi, je trouve pour toutes les choses qui font de bien, comme c'est efficace habituellement, genre j'ai rien à engueuler à Dubaï parce qu'une fois c'est le bordel alors que c'est une catastrophe naturelle quoi. Mais même là maintenant ils commencent à mettre des amendes tous les gens qui font de la discrimination sur Dubaï et tout. Ça se bien, nous on adore Dubaï les gars, on met pas d'amendes s'il vous plaît. On parle à chaque fois bien dans le podcast de Dubaï, donc faut pas commencer à nous mettre des amendes. Mais voilà, bon, assez parlé de tout ce Dubaï, on va parler un petit peu de la crypto, étant donné que c'est là, on est en plein dedans, hein, Token 2049, tous les side events, la crypto fight night, tout ça. Tu penses que Chris il va gagner ce soir? Moi je pense pas trop, parce que son adversaire m'a l'air vraiment vénère. Ouais, il est vénère. Mais en soi, comme je t'ai dit juste avant quand on en discutait, je pense que dans la vie et dans le sport surtout, parce que j'ai fait quand même pas mal de boxe et d'autres sports de combat, si le mind ça joue beaucoup, tu vois. Donc si Chris est genre vraiment déterminé et qu'il est là en mode c'est toute sa vie, ce qui est possible, il peut gagner contre n'importe qui, tu vois. Donc et du coup le mindset ça marche aussi, tu penses sur le marché? Si tu penses vraiment que tu vas y arriver, Ah clairement, je pense que ça marche dans tous les trucs de la vie, hein. On l'a bien vu, le nombre, tous les gens
Attends, j'ai une phrase que j'adore, c'est « Il n'y a que les personnes assez folles pour croire qu'elles peuvent changer le monde qui le font ». Je crois que c'est plus ou moins ça. Ouais, okay. Et moi, je trouve que c'est hyper vrai. Et ça va tout, alors pas forcément besoin de changer le monde, mais dans n'importe quel truc de la vie, d'abord, à mon avis, il faut être capable de croire que c'est possible pour que ça se réalise, tu vois. Après, ça se réalisera pas toujours forcément, mais ce qui est sûr, c'est que si tu crois pas que c'est possible, ça se réalisera jamais. Ouais, puis si tu es sûr que ça va arriver, bah, ça va arriver. Tôt ou tard, ouais, je pense que ça va arriver, je pense qu'on est capable de tout. Ouais. Genre, par exemple, moi, je suis persuadé que le Bitcoin va aller à 100K. Donc, ça va forcément arriver. Non, ouais, bah en vrai, je pense que c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Tu penses quoi un peu de toute cette temporalité? Parce qu'en fait, là, maintenant qu'on a eu un peu de dump sur les marchés, on sait plus trop où est-ce qu'on en est. Parce que tu vois, on était parti, on faisait un fucking all-time high avant même le halving. Ouais. Là, maintenant, le halving, ça doit être aujourd'hui ou demain. Ouais, je crois que c'est dimanche. Ouais, après-demain. Ouais, bah après-demain, tu penses quoi un peu des temporalités? Tu penses qu'on en est où? Déjà, le fait qu'on ait venu faire un nouvel ATH avant le halving, déjà, ça change un peu des trucs qu'on a vu auparavant. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai regardé hier vite fait les bougies en monthly, même en 2 mois, 3 mois. Et en fait, on est sur des retests parfaits des anciens ATH. Ouais. Et plein d'alts sont en train de retester des niveaux de haut de range qu'on a, pendant tout le bear market, on a stagné. Et là, on reteste dessus. Donc le fait qu'on reteste dessus, je pense, vers le halving, on peut latéraliser encore un petit moment. Et après, à mon avis, c'est départ. Hein. Ouais, à mon avis, c'est un peu le moment. On pourrait peut-être appeler ça disbelief, même si les gens ne sont pas forcément en disbelief, mais si on a la chart, c'est peut-être le creux avant la vraie montée, tu vois. Ouais, moi je suis assez d'accord. Et surtout quand je vois littéralement mon feed Twitter, moi j'ai genre mute beaucoup de gens parce que j'en avais marre dans cette baisse. Les gens sont agressifs, énervés. Mec, tu vois tu te souviens en bear market comment c'était? Mais c'était moins que ça. Hein. Parce que les gens ils avaient déserté en fait. Ouais, non, c'était abusé. Hein. Mais là, ce qui est spécial, c'est même pas forcément le nombre de gens qu'il y a. Tu vois, j'ai même pas pris en compte parce que tu vois, ma feed il était toujours plein parce que c'est Twitter. Tu vois, forcément il va pas. J'ai envie de dire, il y a pas de tweet. Mais tu vois, genre, ce qui est fou, c'est que j'ai trouvé assez incroyable comme les gens sont énervés. Et j'ai vu une théorie. Parce qu'ils ont perdu. Hein. Là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup. Clairement. Parce que tu as vu les alts. Mec, moi, je dois avouer que j'ai perdu quand même une belle partie de mes gains que j'avais fait depuis le début de l'année, tu vois, quand même. Les alts, il y en a, ils ont failli prendre un all-time low. Ouais, non, c'est chaud. Genre, vraiment, j'ai vu les charts, mais que les mèches, on descend à une dizaine de pourcentage du bottom. Ah, c'est chaud. Il y a des trucs, c'est vraiment violent. Après, moi, où ça s'est bien passé, c'est qu'on a quand même, en tout cas, dans mon portfolio que je partage sur CryptoPro, on a que des cryptos qui sont quand même très solides, tu vois. Et du coup, ça va. Parce que genre, je réfléchissais, moi j'avais chaud, parce que en fait je regardais pas mon wallet parce que j'avais trop peur. Je dois avouer que j'ai fait un peu comment ça s'appelle, l'autruche, je m'y dans le sable. Ouais, le faible. C'est toi qui as tes yeux de faible. Non, je faisais un petit peu le faible à pas regarder mon wallet et puis finalement j'ai regardé parce qu'il fallait bien que je le fasse. Et en fait j'étais beaucoup moins déçu que ça parce que en fait on avait tellement des cryptos qu'on pumpait, typiquement genre Ondo. Ouais. Mais ça t'a bien rattrapé ça. Ouais, ça a pris 100%. Non mais Ondo, il est juste descendu comme tout le monde, il a fait la correction, tu vois, de 20%. Et pendant que tout le monde est en train de galérer en bas, même les coins les plus forts, même BTC, même tout le monde, il allait faire un all-time high. Ouais, il a rien à foutre. Il a refait un all-time high. Hein. Là encore maintenant là? Non, là je sais pas, mais genre là. Mais ça c'est intéressant parce que toi t'investis quand même dans des nouvelles crypto-monnaies, de nouvelles narratives, et du coup tu dis que elles ont bien résisté par rapport à d'autres, peut-être anciennes. Par exemple, je parle du Ape qui s'est pris un moins 40. Ouais, bah clairement, le Ape il a pris cher, mais justement, bien mieux, à mon avis, elles résistent bien mieux en fait ces cryptos-là parce qu'elles sont juste à la mode, c'est dans les bons narratifs, et en plus, c'est des cryptos, mine de rien, c'est des cryptos qui sont utiles. Surtout quand c'est pas la alt season, tu vois, et que c'est pas genre juste toutes les alts qui pumpent parce que toutes les liquidités du BTC se recyclent. Ce qui marche, c'est vraiment les cryptos qui sont dans les bons narratifs. Parce que quand on regarde depuis le début, tout le monde dit qu'il n'y a jamais eu d'alt season, mais la plupart des gens ils sont bloqués dans des bacs genre comme EGLD, comme des trucs comme ça. D'ailleurs, EGLD, j'ai été voir la chart, incroyable. Ouais, belle chart, mais genre niveau fondeur, projet, mon gars. Moins bien. Après, je pense qu'il y en a qui vont hater. Je trouve pas que c'est nul si jamais, EGLD. Mais c'était bien avant. Moi, il y avait une vraie hype. Bien. Il y avait une vraie hype, c'est bien. En plus, c'est un projet français, donc les gens en T'es sûr du truc, le MAS aussi, projet français? Oh non, projet français, c'est de la merde habituellement. mais le CTFR, c'est ça que je veux dire. Et du coup, les gens qu'on voyait le plus souvent, ils étaient très. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y avait une méga communauté. Mais c'était un bon projet, je veux dire. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est des projets qui sont toujours pas mal, mais qui sont plutôt au goût du jour. Genre, enfin, il y a combien de L1 ? Ouais. Il y en a assez, tu vois. Et en soi, du coup, t'as que certains qui performent. C'est plus la saison des L1, comme genre dans le Bull Run de 2021, où absolument tous les Layer 1 qui venaient améliorer Ethereum et tout ça avaient une explosion de malade. Là, justement, c'est des narratifs différentes, comme le RWA, CFG, Ondo, tout ça, des cryptos qu'on a justement dans le groupe et qui ont performé comme des malades. IA,
IA, je veux dire, ok, on n'est pas content, on a pris un 50%, mais bon, genre, fait, il a fait genre x20. Ouais, vraiment. Tu vois, donc ça va, tu vois, on prend une petite correction, mais on a été quand même en x20. Ça va, et tu vois, du coup, moi, c'est pour ça que je suis pas trop énervé, ça va, écoute, ça fait partie du truc. C'est chiant, mais ça fait partie du truc. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui, pendant une grande partie de la montée, étant donné qu'on a eu un bull run en avance, étaient genre juste sidelined, ou genre pas assez investis, peut-être genre avec 20%, ils rentraient doucement, ils avaient un peu peur. Et après, maintenant, bah, ils ont commencé, quand on a passé l'all-time high, à abandonner et à genre rentrer comme des sauvages en même temps que le retail. Et là, bah, ils prennent une claque monstrueuse. Et moi, c'est mon explication de pourquoi il y a autant de haine et pourquoi les gens sont autant énervés. Mais c'est intéressant parce que moi, par exemple, j'avais été manger avec quelqu'un vers le mall et j'étais avec un gars qui était déjà dans les crypto-monnaies et il y avait un gars qui n'y connaissait à rien. Bah, finalement, il a quand même acheté le top. Et en fait, à chaque fois, ça fait la même. À mon avis, il y a tellement de gens qui sont rentrés sur le top parce que c'était quand même bien médiatisé. Hein. Mais bien sûr. Une nouvelle moi, je me ATH. rappelle, j'étais tranquille au restaurant et d'un coup, j'entends dans la radio BTC. Ouais, ça a été bien médiatisé encore une fois sur le top et je trouve ça assez intéressant comme quoi ça time à chaque fois les tops et les bottoms. D'ailleurs, j'ai checké la chart ce matin de Injective, incroyable. On est sur un retest de l'ancien top. Ouais, Inji, à mon avis, mec, l'ATH, il va être explosé dans pas longtemps. Inji, c'est abusé. Mais il y a plein de cryptos, moi, des alts, mais toutes les strong. Inji, c'est une alt qui est strong, qui est faite. Il y a très bon setup. Il y a CFG Ondo que j'ai parlé avant. Il y en a plein là, tu vois, je ne les ai pas toutes dans la tête, mais toutes celles qui ont été des top performers. Parce que d'ailleurs, c'est ce que j'en ai parlé dans Crypto Pro, c'est. Parce qu'en fait, moi, tu vois, je garde toujours du cash de côté et en plus, j'ai des business qui me rapportent du cash, donc je peux me permettre de racheter le dip tout le temps, en quelque sorte, tu vois, à l'infini. C'est bien ça. Mais j'ai de la chance, mais je sais que pas beaucoup de gens ont. Et moi, sur le groupe, je voyais que les gens étaient là, ouais, moi, tu rachètes le dip, mais moi, j'ai plus trop d'argent pour acheter le dip, tu vois. J'ai déjà acheté l'autre dip, du dip. Et j'étais là, alors c'est vrai, mais il y a quelque chose d'autre qui est possible de faire. Quand le marché crash et que tu n'as plus de capital de côté, si tu es en spot, c'est un peu plus compliqué de faire ça en trading. En tout cas, en spot, ce que tu peux faire, c'est juste aller regarder les tokens qui performent moins bien dans ton wallet, faire genre une analyse de ton wallet, voir les tokens qui performent bien et les échanger contre les tokens qui ont mieux performé. Ou celles qui sont le moins descendues, parce qu'il y a une raison si elles descendent moins que les autres. C'est la même chose que toi, mais à l'inverse. Soit ceux qui ont le mieux performé avant, soit ceux qui sont le moins descendus. Et en fait, faire de la réallocation. Parce que typiquement, je disais, là, il y a des cryptos, genre typiquement le Ape ou ce genre de trucs là qui ont moins bien performé pour l'instant. Et qui sont aujourd'hui, après la correction, parce que tu vois, après une correction, il y a toujours un rebond, plus ou moins gros, mais qui ont fait peut-être, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais qui ont fait peut-être un 25-30% maximum depuis leur bottom, alors que tu as des cryptos comme le FET, qui ont fait un 50, depuis le bottom, je dis juste depuis le bottom. Après, est-ce que tu as envie d'acheter un coin qui a déjà fait x50 ou te dire qu'un coin il n'a pas encore pété, du coup tu rentres dedans? Je suis d'accord, mais il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège, c'est d'acheter un coin juste parce qu'il n'a pas encore pété. Tu vois, le problème c'est que c'est pas si le token est mort. Mais ça marche plus en alt season, genre. Ouais, en alt season ça marche trop bien. Ça marche trop bien. En alt season, c'est ça que tu fais. Tu regardes ta liste, tu regardes celui qui a pas pété et tu rentres dedans. À chaque fois. Mais le problème c'est que là, quand on est dans un marché, faut pas se mentir, on est dans un marché avec les altcoins jusqu'à maintenant qui a été hyper dur, mec. Ouais, clairement. Genre attends, moi j'étais super fier parce que dans Crypto Pro, dans le spot, on a réussi à surperformer le BTC depuis l'ouverture. Ouais. Tout le temps. Genre même là. Dans la correction, on surperforme le BTC, je crois. Je suis pas sûr. Donc, ça, c'est l'objectif. C'était l'objectif de toute façon. Mais oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on surperforme alors que le BTC surperforme les alts. C'est pas genre juste, c'est le BTC, son parcours normal, non, tu vois. Ça, c'est vrai. Là, c'est alors que les alts font que se faire enculer, et ben on arrive quand même. Et du coup, mais pour faire ça, justement, il faut avoir des coins qui sont ultra strong, sinon c'est impossible. On n'est pas encore, pour moi, on n'est pas en easy mode et on n'a pas été en easy mode. Non, pour moi, je suis assez d'accord, on n'est pas du tout encore en alt season. Et du coup, il y a le halving qui arrive dimanche. Tu penses que l'alt season arrive combien de temps? Moi, j'avais fait mon analyse là, 200 jours, 280 jours. Tu te rappelles, de battement. Je t'avais direct répondu et je suis d'accord dans le principe, mais je me dis que ça peut être plus court à cause du fait qu'on a un bull run qui est avancé. Ouais. On a eu un all-time high avant le halving, on a plein de choses qui sont arrivées en avant. Et même tu te rappelles, moi j'ai souvenir en 2021, tout le monde disait non, mais ça va durer plus longtemps, etc. Ouais. J'ai l'impression que les bull runs sont de plus en plus courts, de moins en moins hauts, et qu'il faut le prendre en compte, tu vois. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais je pense que de toute façon ce podcast il sortira plus ou moins en même temps que le halving, voire après. Ouais, genre 2-3 jours après quoi. Ouais, même pas, le jour. Ouais. Donc normalement les gens devraient pouvoir comparer en live si on dit des conneries ou pas. Mais ça va être intéressant, moi j'ai hâte de voir parce que là en plus, moi ce que j'aime bien avec mon analyse c'est que ça fonctionne très bien avec la saisonnalité. Genre on arrive en mai, c'est bientôt l'été, souvent les marchés sont morts. Du coup, il ne va pas trop se passer quelque chose et ça repartirait en septembre, octobre. Et là, on part en bull run Bitcoin. Et là, les alts commencent à rattraper leur retard
Après, je pense début 2025, le Bitcoin commence à faire son top. Les alts, elles sont comme ça. Et après, Sell in May, Go Away 2025. Ouais, bah, ce serait bien. Et après, tous sur les yachts, les gars. Ouais, ce serait bien. moi, je vais te dire, on a deux prédictions. Toi, tu penses que c'est plutôt en mai la fin du bull run, et moi, je pense que pour moi, le top du bull run, il sera fait entre genre octobre, novembre, décembre. Ouais, je vais pas bien moi. Octobre. 2024 ? Ouais. Ah ouais, déjà ? Ouais, moi je pense qu'il sera. Il y a toujours un relan, hein. Il y a toujours un relan du marché. Pour moi, c'est maintenant, avec peut-être plus de descente ou alors un sideways pendant l'été. Moi, c'est mon truc. Je pense que, ou peut-être un petit peu plus tard, genre en mode janvier. Mais moi, je pense que ce sera cet hiver, je crois pendant l'hiver, tu vois, quand il fera froid en Europe, pas ici, il fera quand même toujours chaud ici, que le marché va trouver son top. Moi, je pense que ça va être un peu en avance. Alors que si on suivait la saisonnalité, effectivement, ce serait plutôt en mai l'année prochaine. Moi, je pense que ce serait un peu en avance. Puis j'ai aussi ceux qui pensent que c'est en mai. Après, on verra bien. On verra bien. On pourra revenir sur ce podcast. J'ai tellement été traumatisé de mai 2021 ou 2021. Ouais. J'avais tout perdu là. Ouais, bah. Ça et dump. C'était mai-juin, ouais. Ah, c'était tellement méchant. C'était abusé, c'était violent. D'ailleurs, en fait, en parlant de tout ça, de tous ces halving et et machin, t'as vu sûrement que l'ETF de Shanghai, là, enfin de Chine, qui est sorti. Qui a été accepté. Ouais, qui a été accepté. C'est intéressant, la Chine, mec, ils retournent leur veste, mais comme jamais. À chaque fois, mec, ça a aucun sens, noir ou blanc. Les Chinois, c'est genre. Un jour ils détestent, un jour ils adorent, c'est abusé. Mais tu te rappelles, moi j'ai souvenir, genre, il n'y a pas genre quelques mois ils bannent. Genre, en plus, eux ils bannent la crypto. Genre, ils disent on n'a plus le droit et après ils font des ETF. Comme en Inde, ils l'ont ban, hein. Ils l'ont ban aussi en Inde ? Ouais, je crois. Putain. Non, mais c'est complètement. Si je dis pas de bêtises, il faudra aller recheck. Ouais. Mais je crois qu'il y a un pays comme l'Inde qui ont banni mais tous les crypto exchanges, tout. Mais qu'à part ça, c'est des crétins parce que tu peux pas. Et surtout l'Inde, mec, c'est hyper utile. Ouais, en plus. Genre pour un pays qui est en plein développement, mais je dirais plutôt sous-développé et qui veut aller de l'avant, c'est genre. Turquie, c'est mieux parce que tu vois, Turquie, t'as la lire qui prend hyper cher. Ouais. Genre c'est vraiment un shitcoin. Et qu'on est déjà à tellement haut sur le BTC. On a fait un Altama il y a longtemps sur la lire. Mais tu vois, dans ce pays-là, moi j'étais pas mal en Turquie dans les dernières années et là-bas, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Ouais. Et genre vraiment, tu sais, c'est le petit monsieur. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? Aujourd'hui, dans la crypto, c'est quand même un petit peu toujours le tech. Soit c'est le geek. Au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même l'impression, soit c'est le gars qui est dans le business, tu vois. Mm-hmm. Mais la classe moyenne utilise très peu la crypto encore pour l'instant. Et en Turquie, c'est pas ça. Parce que les gens, c'est la classe moyenne qui a besoin de se protéger de l'inflation, tu vois. Ouais. Ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même à ça que ça sert le Bitcoin. Nous, on fait tous nos trucs spéculatifs, machin, on veut faire des millions, etc. Mais en fin de compte, c'est quand même aussi un outil qui peut juste genre, aider beaucoup de gens à vivre, à survivre même. Ah mais clairement, en plus une connexion en téléphone, tout le monde en a un maintenant. Mm-hmm. Si tu peux genre faire un petit transfert comme ça en 2-2 pour payer et tout, c'est tellement pratique. Mm-hmm. Même pour payer une voiture, genre quand tu loues une voiture, là, tu peux envoyer tes USDT, boum, c'est fait en 1-2 secondes. Mm-hmm. Non mais c'est abusé. Ici, c'est hyper facile. T'as payé comment la voiture? Non, je paye avec ma carte, mais la dernière fois, j'avais payé en USDT, tu vois. Ok, ouais, cool. Et Alan, il a dit, je réserve une voiture seulement si je peux payer en USDT, par exemple. Du coup, ils ont bien raison. Hein. Moi, je trouve que c'est cool. Et en plus, mec, c'est facile, c'est du USDT. C'est même pas genre le Bitcoin, ok, il y a une fluctuation, t'as pas envie de te faire niquer sur un dump. Ouais. Mais les USDT, $, quoi. Donc, je suis entièrement d'accord. Bon, du coup, cool. Les news de Crypto Pro, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a changé? On a fait plein de trucs. Quelques améliorations. On a fait plein de trucs. Déjà, on a fermé le groupe pendant 15 jours. Ouais. Parce que alors déjà on avait des petits soucis techniques de manière générale, mais genre pas entre nous, juste avec les moyens de paiement, processeurs de paiement. Ouais. Mais c'est très bien tombé parce qu'on voulait de toute façon le fermer pour pouvoir faire plein de changements et surtout améliorer le groupe. Et c'est ce qu'on a fait. Moi perso je suis content. Là on doit faire encore 2-3 petits trucs. On va faire sûrement une schedule comme on en a parlé ce matin pour qu'il y ait vraiment des lives, des trucs, etc. Qui soit prévu à l'avance, comme ça s'il y a vraiment des gens qui veulent s'investir à fond, ils se disent ok, je bloque une heure de telle date à telle date. Parce qu'on l'a vu, hein, on a essayé de faire un live l'autre soir, tu te rappelles, et c'était genre 16h30. Après c'était 16h, tu vois, les gens sont peut-être encore au taf. Mais justement, quand on dit pas et qu'on fait un petit peu trop tôt, c'est difficile pour les gens de venir, donc là on va vraiment faire un truc propre. Puis même, je veux dire aujourd'hui maintenant, quelque chose que tout le monde nous demandait dans le groupe, pour les airdrops, et je comprends parce que c'est hyper compliqué, c'est d'avoir des vidéos pour pouvoir comprendre exactement ce qu'il faut faire. Et maintenant, on a un super type très sympa qui s'appelle Alexandre qui fait ça. Et ça, je pense que c'est une méga amélioration. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai envie de faire des airdrops de nouveau. Donc ouais, parce qu'avant, c'est tellement. En fait, les airdrops, c'est bien, mais c'est tellement chronophage.
Genre, tu pètes ton crâne, genre, tu te fais toujours les mêmes trucs. Tu dois faire des nouvelles wallets, envoyer des tokens sur telle blockchain, faire des bridges et tout. Même déjà, bridger de base, c'est chiant. Alors imagine, là, tu dois le faire à répétition. Puis c'est même pas assez. Bon, après, c'est aussi en fonction des moyens. Tu vois, moi, j'avais aussi, je suis remarqué que je faisais plus d'argent quand je faisais autre chose. Donc, c'est ça. Mais de manière générale, genre, c'était aussi hyper dur et compliqué à comprendre. Même pour moi, alors que tu vois, même nous deux, tu vois, on s'y connaît en crypto quand même. Au bout d'un moment, ça fait un moment qu'on est dedans. Même regarde, on a toujours nos Ethereum bloqués. On sait toujours pas comment les claim. ça c'est la honte. Et ouais. Mais ouais, je suis vraiment content des airdrops. On a eu des bons retours. J'espère que les gens seront contents. Et on n'a pas que ça. Ouais. On n'a pas que ça. On a aussi les low cap. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ouais. Ça permet de s'exposer encore plus si vraiment on a envie de prendre un risque supplémentaire. Et après, quand on dit low cap, il faut faire attention, il ne faut pas mélanger avec shitcoin. Ouais. Parce que souvent, un shitcoin, c'est low cap. Mais là, on parle vraiment de low cap avec un vrai projet derrière. Ouais, un vrai projet derrière, donc ça arrive en avance. Moi, je pense qu'il y a 3 points ou 2 points vraiment bien. Le premier, c'est que c'est ouvert aux gens qui ont beaucoup moins de capital. Ouais. Parce que tu vois, si tu investis aujourd'hui dans le Bitcoin, on le voit, ok, tu vas faire 1 x 2. Et encore. Ouais. Et il y a plein de gens qui ont 50 balles, 100 balles, 150 balles. Si tu n'as pas beaucoup de capital, ça va pas changer ta vie, tu vois. Ouais. Et ça va pas servir à grand chose, je pense, objectivement. Après, tu peux investir dans le Bitcoin parce que tu kiffes ce que ça veut dire, machin. Mais anyway, genre, si on prend juste comme ça, ça prend beaucoup de temps. Et plus tu descends, plus tu as de chances de faire des life-changing money, tu vois. De changer ta vie grâce aux cryptos. Et là, on est sur le premier qui a été partagé, il a 250 000 de market cap. Et ça, tu vois, c'est un bon projet derrière. Un bon projet, ça peut monter à 100 millions, tu vois. Ouais, clairement. Donc, et du coup, si tu fais le calcul... Ça fait genre fois 500. Ouais. Donc là, tu peux changer. Ouais. Donc attention les gars, parce que la dernière fois, j'ai des commentaires et tout ça. Effectivement, ça me fait pas toujours 1 fois 500, etc. Il y a extrêmement beaucoup de risques. Mais ça reste une possibilité. Tous les jours, il y a 1 fois 500 dans la crypto. Donc, comme Bowden, c'est la vérité. Quand ils avaient sorti tous les shitcoins, là, et tous les présidents américains. Tu sais qu'il a eu tellement pas de chance, Diego, mec. Il avait genre 50 000 balles sur Trump. Et ils ont retweeté le mauvais. Ouais. Au lieu d'aller sur Bowden, il a été sur Trump. Et mec, je pense qu'il aurait fait 1 million là. Parce qu'il avait 50K quand le machin, il était genre 1 million de market cap. Ah ouais, non, mais c'était violent. Donc le gars, il l'avait trouvé, genre, je crois, il a acheté Trump, genre. Ça, c'est Trump du coup, mais Trump, je sais plus. Ouais, ils ont changé. Et puis à 40 000 de market cap seulement. Donc, abusé quoi. Bon, après, sinon, il y a une autre possibilité pour faire des x100 et des trucs comme ça, c'est les private sell. Les private à part le mass. Bah ouais. Le mass. Ce qui est petite anecdote par rapport au mass d'ailleurs. Petite dédicace à Mathéo Crypto Future du coup, parce que j'étais avec lui, on a tous investi dans une private sell et ils ont complètement foiré le lancement. Listing, malheureusement. Ouais, le listing. Ils ont envoyé des tokens avant que ça soit listé. Bon, après, complètement foiré le lancement, juste pour remettre, c'est par rapport au pre-sale, c'est-à-dire qu'on a fait... C'est par rapport aux autres pre-sales qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait quand même quelques milliers de bénéfices, mais on pensait faire des centaines de milliers. Donc, voilà. C'est ça les pre-sales. Et du coup, on a tous mis, je sais pas, Mathéo, il avait mis 27K quand même. Hein. Ouais, on a tous mis... moi, j'avais mis 10, je sais pas. Bref, on a tous investi. Et en fait, ils ont listé le coin, sauf qu'ils ont envoyé les coins à tout le monde avant le listing. Du coup, tout le monde les a envoyés sur l'exchange et tout le monde était prêt déjà à vendre. Parce qu'en fait, quand il y a une pre-sale qui est lancée, qu'est-ce qui se passe? On a une énorme bougie et souvent, on parle d'un x10. Ouais, même plus. Hein. Ouais, moi j'ai déjà eu des x20, x30, x40 sans trop titiller. Même SAVM a fait x280, c'est la plus grosse pre-sale moi que j'ai vue. Mais même, en vrai, même Bibol, hein, nous on n'a peut-être pas vendu et tout. Hier encore, je me suis fait tacler, ils m'ont dit t'as pas vendu, sale merde, machin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent sur Bibol parce que le truc a explosé et tout le monde a sell au TGE. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent. Bon, on n'en a pas hold. Mais du coup, ça avait fait x30. Ça fait x30 au launch, je crois. Ouais, du coup, tu vois, ça aurait pu être pas mal de vendre un petit peu quand même. Ouais, mais après, moi, c'est pas grave parce que je trouve Bibol, c'est quand même un bon projet. Donc, je pense qu'il y retournera. Ouais, mais il y a plein de bons projets qui vont à la cave, mon gars. Non, oui, mais quand même. Genre, c'est un projet qui est bon, qui a de l'attraction quand même. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il retourne à l'all-time high, tu vois. Ouais. Bon, allez, je vais continuer sur mon anecdote du MAS là. Ouais. Il a été lancé. Du coup, il a été lancé à 0,12. C'est monté à 0,25. Ça fait x2. Et après, ça a stagné. Et vu que Mathéo, il était tellement pressé de vendre, il a mal regardé les chiffres et il pensait qu'il y avait un 0. Il a pas vu un 0. Du coup, il a tout sell à diviser par 2. Du coup, ça va vraiment faire un cratère sur la charte. Ouais, mais je me rappelle, on était en train de la regarder. Hein, en plus, il a bien vendu. Hein, et il a vendu vraiment au bottom. Genre, vraiment, la mèche, ça descend. C'est sa vente. Ouais, bah bon. C'est chaud, mais en soi,
Après, ça reste un bon projet, donc nous, hold. Ouais, nous, on a hold et tout, et on espère que ça va repartir. C'est une nouvelle blockchain en plus. Hein. Ouais, mais puis c'est une blockchain qui est vraiment portée sur la sécurité, je crois. Et la décentralisation. La décentralisation, ouais. Ils disent que c'est la blockchain la plus décentralisée de la planète. Ouais. Non, mais en soi, ça peut être bien. Ça peut être vraiment un bon projet. Après, voilà, c'est pas le total. Les L1, ça reste quand même hyper important. Donc, il y a une place dans l'écosystème pour les L1. Il faut vraiment que ça serve à quelque chose parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de Layer 1. Et tu vois, genre, je veux dire, il y a Solana, il y a Avax. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Parce que tu vois, Avax fonctionne bien, Solana, la plupart du temps, fonctionne bien. Polygon et tout ça. Ouais, non, ça, Polygon, c'est un L2, j'ai rien dit. Oui, c'est un L2. Ouais, oui. Mais bref, il y a plein de trucs qui sont super bien. Donc en soi, il faut que ça dure. Mais sinon, de manière générale, pour les pre-sales, c'est un truc de fou. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte. Non, mais c'est un truc de fou. Genre, nous, on a un groupe privé des pre-sales, on en envoie même sur CryptoPro. Les gens ne veulent pas se rendre compte de ce que c'est. Mais je comprends, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. On les prend nous, mais je veux dire, moi, j'ai fait des pre-sales avec toi. Même toi, tu en as fait encore plus. Ouais. Mais c'est des fois 20. Mais moi, la dernière fois, là, j'ai mis 7500 sur Uri. Je suis monté à 450 000. Putain. À quel moment tu fais ça, genre normal? Du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est un peu en train de vendre nos bags spot, on va pas se mentir, pour investir à fond dans les pre-sales. Parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces pre-sales, on investit, tu reçois un pourcentage au TGE que tu peux directement vendre, donc tu peux récupérer ta mise. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a 80-90% de tout cet argent-là qui va être débloqué sur les 2 ans à venir. Et si tu fais tellement de pre-sale, bah, pendant 2 ans, 3 ans, t'as limite plus besoin de travailler. Moi, ce que je trouve qui est dingue, c'est juste qu'en plus, nous, on a des pre-sales qui sont assez rapidement, tu vois, genre en mode TGE dans 2 semaines, dans 1 mois, donc listing dans 1 mois. Et du coup, imagine, tu mets, je sais pas, 5000 balles, et ben t'as juste besoin, et si t'as un TGE de 20%, la plupart du temps, c'est entre 10 et 20%. Ouais. Imaginons que t'as un TGE de 20%, bah, Massa, c'était 30% même, mais bon, imaginons à 20%. C'est pour ça que ça a si mal marché. Hein. Peut-être, mais genre, Babable, c'était 20%, enfin, tu vois, bref. T'as juste besoin de faire un x5. Ouais. Tu vois, je dis juste x5, c'est énorme. Mais en pre-sale, c'est vraiment pas grand chose. Franchement, tu fais x5, t'es déçu. Hein. Bien, ouais. Et tu fais x5, tu reprends ton investissement, tu peux donc, t'as rien perdu, ouais. De nouveau avec tes USDT, tes 5000 balles en USDT, sauf que t'as, du coup, ça fait x5, 25, t'as 20 000 en tokens du projet qui seront libérés et que tu peux vendre quand tu veux ou garder. Bah, tu peux pas vendre quand tu veux parce qu'il y a le vesting. Après le. Mais ce qui est vraiment bien, même avec ce vesting, moi, ce que je kiffe, c'est que tu peux pas les vendre. C'est bloqué. Du coup, t'es obligé de hold. En plus, t'es obligé de hold. Et si le projet se débrouille bien, bah, tu peux te retrouver avec un x100 comme SAVM, fois presque 300. Ouais, et puis je pense que SAVM n'a pas fini de monter. C'est ça le pire. Donc il y a des. Après, ils ont mis tellement d'influx dessus. Puis voilà, il y a des. Là, il y a le nouveau un intro là. Bah, il est sorti hier. Ah ouais? Ouais. Je peux pas regarder. Bah, j'espère que t'as pas acheté trop cher parce que j'ai vu la chart ce matin, c'est la descente aux enfers. Ah ouais? Ouais. Bon, ça va, j'ai mis 2500. Mais tu sais à combien t'as acheté? Je sais plus, il faut que j'aille voir. Parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu à TGE à cause qu'il y a eu un peu du FUD dessus. Mais il est pas mal descendu, mais je pense que t'es quand même bien en bénéfice. Mais moi, tu vois, je voulais acheter à la public sale et si j'avais acheté à la public sale, je me serais fait enculer. Ouais, ok. Donc voilà. Bon, après, ils ont 600 influx, hein. C'est un truc de fou quand même, hein, le nombre d'influx. C'est énorme. Après, de toute façon, les pre-sales, c'est clairement une bulle, on va pas se mentir. Ouais. Mais tu vois, je veux dire, c'est comme la bulle DeFi en 2021, c'est comme toutes les bulles. Il y a énormément d'argent à faire. Ouais. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, ça marchera plus. Mais là, moi, je pense qu'on a encore un bon moment avant que ça s'arrête de fonctionner. Tant que c'est le bull run, à mon avis, tant que les projets ils arrivent à lever des fonds pour lancer leur truc, il n'y a pas de raison, quoi. Après, il faut juste pas qu'ils se foirent. Bah même là, on voit que c'est un peu plus difficile. Et du coup, aussi, les amis, si vous voulez participer à ces pre-sales, bah, nous, en tout cas, nous, on en partage sur CryptoPro. Ouais, avec des prix assez intéressants, des call rounds où moi, j'ai aussi accès. Donc ça, c'est pas mal. Mais sinon, aussi, vous pouvez aller sur des autres plateformes comme DAO Maker ou Ape Terminal. Et dedans, en fait, vous devez bloquer des fonds. Et ensuite, vous recevez des tickets. Et avec ces tickets... Mais après, c'est une méga loterie. C'est une giga loterie, ouais. Et puis, c'est difficile de l'avoir, etc. Mais même après, t'as genre une allocation de 100 balles, tu vois. C'est pas ouf. Nous, on donne les mêmes prix ou moins cher que ces pre-sales en quelque sorte là. Tu peux mettre des 5 000, 10 000 quoi. Et ouais, et puis nous on donne des gros montants. Donc on dira pas plus. On vous dira pas de venir chez CryptoPro. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, personnellement, moi je suis sur un 100% de win. J'ai jamais perdu une seule fois de l'argent. Même avec celui qui a foiré, je suis à break-even. Moi, non, on est plus qu'à break-even. Là, on est plus. Ça a monté un peu. Ouais. Tu vois, mec, on est à plus que 0,14, donc on est forcément bénéfice. Ah ouais. Et en plus, ça va vite. Hein. Ouais, donc ça va vite, la charte est bonne, donc je pense. Non, mais il faut vraiment forcer pour se péter la gueule en pre-sale. Il faut juste que le projet il arrête ou que le coin. Est-ce que ça existe une pre-sale qui a foiré? Ouais, Mathéo il a dit, il a fait un calcul, il a entre 4 et 5% de fail. Mais bon, Mathéo il en a fait vraiment beaucoup. Ouais. Mais il y a soit le projet il se lance jamais, et du coup ils disparaissent avec ta thune,
soit le projet il se lance et le coin il va à 0. Et du coup, tu perds aussi ta thune. Mais c'est déjà arrivé Ouais. Dans les dernières pre-sales ou dans les pre-sales il y a longtemps? Non, mais là, Alan, il a eu une pre-sale où le jour du TGE, il n'y a rien qui est sorti. Ouais. Ah non, mais il attend toujours ses tokens? Non, mais il n'y a rien qui est sorti. Genre, ils n'ont pas lancé le token. Du coup, il n'y a rien eu. Mais il y a genre des news. Je sais pas. Alan, il était deg. Il était là, frère. Bon, après, il faut dire quand même qu'il y a toujours un risque, mais ouais, ça reste sûr. Tellement peu. Et je veux dire, le risque, il est tellement. Enfin, genre, tu as un 20%. C'est tellement petit le risque. Je veux dire, tu fais ton bénéfice tellement facilement, tu fais un x10 tellement facilement que. Déjà, mec, acheter un token sous le prix du listing quand il va être listé sur BitGet et KuCoin. C'est abusé. Et puis qu'en plus, c'est pas genre un listing avant, genre en mode le token est déjà là et il est listé après, tu vois, où ça peut faire un pump and dump. Là, le token n'existe pas. Et puis surtout, il y a des projets qui sont lancés. Donc si tu fais un peu le tri, tu arrives à rentrer dans les bonnes, le token est lancé et ensuite après ça fait x4, x5. C'est ce qui se passait avec Uraï là. Moi j'avais ma petite alloc, j'ai mis du coup 7500. Au TGE, ils m'ont donné 15%, j'ai récupéré 45K. Donc déjà juste au TGE, x6, et encore j'ai 15%, 85% de tous mes coins qui attendent, qui vont être déloqués. C'est un méga cheat code. On verra bien ce que ça donnera. C'est ça qu'il faut se dire. On verra. Mais en fait, en vrai, moi je pense, c'est un bon moyen de changer, de bifurquer sur le deuxième sujet de ce podcast. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est le meilleur business au monde à crypto de manière générale, ou l'e-com et tout ça, il y a des trucs quand même qui sont mieux? Alors, genre, on va dire d'abord actuellement, au jour d'aujourd'hui, avec le bull run et tout ça, et ensuite on fait de manière générale. Ok, alors j'ai eu une discussion exactement hier de ça, et il y a un gars qui m'a comparé à une meuf qui fait des vidéos make-up. Et il m'a dit, regarde, t'as 50 000 abonnés, toi, sur YouTube. C'est sympa ça. Ouais, mais la comparaison business. Et l'autre, elle en a peut-être 2 millions. Mais c'est quel follower est plus compétent, on va dire, plus apte à dépenser de l'argent, enfin pas forcément à dépenser de l'argent, mais qualifié, etc. Mais c'est comme dans les pubs quand tu as une vidéo de business. Alors nous par exemple là on va avoir des pubs sur ça, le AdSense, même si on n'a pas encore le AdSense vu que la chaîne est encore petite, le AdSense va rapporter plus sur on fait un podcast comme ça que sur un podcast sur la poterie ou je sais pas qui, de quoi, machin. Sur la poterie, clairement. Mais et du coup il a dit qu'un follower par exemple dans la crypto ou dans une niche business qui parle déjà d'argent, les gens sont déjà aptes à mettre de l'argent. Bah ouais, du coup c'est des gens beaucoup plus qualifiés. Et du coup, il m'a dit une personne, ça devrait valoir peut-être même 10 personnes de quelqu'un de make-up qui, par exemple, juste suit les vidéos, qui n'est pas forcément quelqu'un d'engagé. Je suis d'accord, mais là, tu vois, on compare vraiment la niche influenceur à influenceur. Moi, je pensais plutôt genre à ce que tu pensais de manière générale dans la crypto. Tu vois, si tu veux gagner de l'argent et tu traites d'argent, il n'y a rien de mieux. En mode, t'es investisseur crypto, t'es trader crypto, t'es dans le groupe Crypto Pro, tu vois, ce genre de truc. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, quel est le meilleur business en quelque sorte? Quel est le meilleur business juste sur l'année 2024, pas genre de manière générale, juste sur l'année 2024, quel est le meilleur business à être dedans d'après toi? Moi je pense crypto. Après nous on a les pieds dedans. Peut-être il y en a d'autres trucs qui sont en train d'exploser. Moi j'ai toujours vu les trucs manager OF, mais bon à mon avis ça doit être des putains de... moi j'ai un pote qui connaît pas mal de gens qui font ça, Adrien justement, qui regardera cette vidéo sûrement. Lui il connaît pas mal de gens qui font du OFM, il m'a raconté, et en fait c'est un business qui est super facile à gagner. Déjà de base, genre en mode tu fais 2 semaines, tu chiffres déjà 2, 3, 4 000 balles. C'est vraiment facile, mais après c'est difficile à scaler, c'est un peu plus difficile à scaler. Et puis après, moi personnellement je suis croyant et je suis quand même pratiquant pas mal, donc je sais pas, j'irais pas faire ça moi personnellement. Contre mes valeurs, après c'était genre, peut-être il y a des business qui rapportent genre vraiment beaucoup, mais que moi qu'on connaît pas, tu vois. Ouais, non, mais évidemment, il y a le gars qui fait sa mine au fin fond et de je sais pas où. Non, mais je veux dire en business en ligne, tu vois. Business en ligne. Parce que, moi, c'était ça le point que je voulais apporter, c'est qu'à mon avis, aujourd'hui, c'est la réflexion que je me suis faite il y a fucking 6 mois ou 1 an, plus ou moins, je sais plus exactement. Parce que tu vois, moi, je faisais de la crypto, mais j'étais aussi quand même pas mal sur l'e-com. J'avais un business physique et tout ça avec le restaurant. Enfin voilà, j'ai pas mal de trucs en même temps, entrepreneur basique. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, écoute, Arthur, parce que j'ai lu un livre, le livre disait. En gros, c'était un gros livre de 500 pages, mais tout ce qui était important, c'était qu'en gros, il fallait faire, si tu voulais performer dans la vie, il fallait prendre le temps de réfléchir aux trucs qui pouvaient te rapporter plus sur le moment et avancer comme ça. Genre, en mode, tu as une liste de tâches à faire, quelle est celle qui va te rapporter le plus? Tu as des business, quel est celui qui a le plus de chances de te rapporter plus maintenant, tu vois, et tu avances comme ça. Et tu te concentres vraiment sur ça direct. Tu mets tout ton focus sur la tâche la plus importante. En fait, tu fais rien d'autre.
Tu vois, toujours la tâche la plus importante à chaque fois que tu dois faire quelque chose. Et en fait, du coup, moi, je me suis posé à la fin de ce livre, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que c'est dans ma vie qui est le plus important pour mon objectif. Mon objectif, imaginons, c'était d'avoir 10 millions sur mon compte. Quel est le truc qui va me le rapporter le plus dans les prochains mois, la prochaine année, qu'est-ce qui va me rapprocher le plus de cet objectif. Et ben, c'est clair et net que c'est la crypto. Pour moi, dans cette année-là, avec le bull run, avec un bull run, il n'y a rien, à mon avis, qui peut te rapporter plus d'argent que la crypto. Après, tu peux en perdre si tu fais le con, c'est le premier machin, c'est difficile. Mais moi, je ne vois pas un business pendant un bull run, genre pendant le bull run crypto, qui peut te rapporter plus que la crypto. Ouais, je suis entièrement d'accord. On l'a bien vu, nous, c'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on a fait nos premières petites fortunes. C'est grâce à... Après, moi, je veux quand même dire, j'ai quand même de la chance parce que j'ai été passionné par du trading. J'ai connu les cryptos, je me suis dit, mais c'est génial et j'y crois de fou. Du coup, j'ai commencé à faire du trading dedans. Et après, j'ai lu le livre qui m'a dit, créez-vous une communauté. Et pour moi, le truc créer une communauté par rapport à quelque chose qu'on aime, c'est le truc le plus important. Genre, autre que... Tu vois, les gens qui veulent lancer juste un business pour gagner de l'argent, je sais pas s'ils vont très loin. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'ils kiffent? Tu vois, je pense que t'as une différence entre un gars qui... Non, mais après, tu peux être juste passionné de l'entrepreneuriat et du business. Tu vois, genre toi, t'es passionné du trading de base, pas d'être influenceur. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que tu peux... Moi, tu vois, je suis d'accord que c'est extrêmement rentable d'avoir une communauté. Il faut dire la vérité. C'est quelque chose qui trop rapporte énormément. Et c'est aussi très motivant. Toi, tu me le dis souvent. Genre, des fois, t'es fatigué et tout machin, t'as pas forcément envie de travailler. Et puis quand tu vois tes messages, les gens qui ont réussi à faire de l'argent grâce à X ou X conseils ou alors tes vidéos, ça te motive. Donc, c'est plein d'avantages. Mais même autrement que financier, juste tu vas dans un event, t'as pas de billet, tu dis que t'es un flux, tu rentres. Non, ça, juste parce que t'as une communauté derrière finalement qui t'a en vrai poussé vers le haut. On dira pas le nom, mais ça peut même t'aider. Typiquement Binance, ils font chier ces derniers temps. Ils refusent de faire tes virements et tout ça. Ils disent non. Un message. Un message. On a un ami qui est pas mal connu en France, qui a des grosses relations. Qui est médiatisé de fou. Qui est très médiatisé. Et puis lui, il a juste dit, bon les gars, si vous me laissez pas faire mon putain de virement, les gars, je vais commencer à en parler partout. Je vais le mettre sur mon Insta. Et ça c'est vite réglé. Ça s'est débloqué en 2 heures. Après c'est dommage, Binance, ils ont un problème par rapport à ça. Je sais pas ce qu'ils font chier comme ça avec les virements. Mais même, il n'y a pas que Binance. Moi, j'ai reçu des amis qui sont Gate.io, KuCoin. Ils ont envoyé de l'argent, mec, bloqué pendant 1 mois. Bon, moi, ils m'ont pas bloqué. Moi, ils m'ont juste renvoyé mon fric. Ouais, mais eux, ils veulent même pas renvoyer. Ils attendent des justifications. Mais c'est abusé. À part ça, c'est des connards parce que la banque a demandé. C'est des connards. Bon, après ça, moi, tu vois, je suis quand même en Suisse. Et puis, tu sais, genre, j'ai un historique. Ça, c'est ça qui m'a saoulé le plus. C'est genre, mec, genre, on va dire, j'ai envoyé 10K. Genre, j'ai un historique de mettre plusieurs milliers d'euros tous les mois dans la crypto depuis genre des années. Mais vraiment, genre, régulièrement. Tous les mois, j'envoyais genre pas mal de milliers d'euros et ça me saoule. Parce que genre, je suis là, les gars, vous croyez que du jour au lendemain, parce que j'envoie une fois le double, vous pensez que je suis devenu un trafiquant, tu vois. J'étais là, les gars, tranquillement, faut se calmer. Toi, t'as fait du business en ligne? Moi, j'avais fait... En fait, c'était pas business en ligne, mais tu te rappelles, j'avais mes marques de t-shirts. Ouais. Il y a vraiment super longtemps. Ouais, c'est un peu du business en ligne. C'était marrant. J'avais commandé une centaine d'habits et j'étais sorti à Break-Even et j'avais plein de t-shirts gratuits. J'avais donné à plein de gens et j'en avais vendu un petit peu. Ton frère, il était très fier. Mon frère? Ouais. Ton frère, il a dit, regarde, c'est la marque de mon frère. Je te jure. Hein. J'étais à l'internat avec ton frère, du coup. Ah ouais. Et puis, c'était très drôle de voir parce qu'il était très fier de J'avais fait ça, mais pour le coup, pour l'endroit où j'ai vraiment commencé, moi, c'était, je sais pas, j'avais genre 11 ans. Non, peut-être plus. Parce que tu sais, 13 ans. En parlant de ça, tu vois, de toutes nos expériences, tu vois, moi, j'ai fait aussi plein de trucs. J'ai fait j'ai fait de l'affiliation avec des sites web, je me souviens. sportive. Et tu faisais pas des comparatifs de... Ouais, je faisais ça en fait. Je faisais des comparatifs. Des sites de comparatifs. Par exemple, d'appareils photo. De n'importe quoi. Genre, dis-toi, une des niches qui marche le mieux, tu fais le plus d'argent, c'est les comparatifs de lits. De lits? Ouais, des matelas de lit. Ah, des matelas. Des matelas. Tu compares juste des matelas, tu dis lequel est le meilleur, tu mets un lien, les gens ils vont acheter. Mais ça coûte très cher en fait un matelas. Et puis il y a des grosses affiliations dessus parce que les gens font beaucoup de marge ceux qui vendent des matelas. Ok, mais moi, tu m'avais dit un truc que, genre, si tu fais un site comme ça, t'as intérêt à mettre le premier matelas et le mieux le noter en premier. Celui où t'as le plus d'affis. La vérité, vraie vérité. Ça m'avait choqué, j'ai été là, oh putain, c'est vrai. La vraie vérité, c'est que tous les gens qui font de l'affiliation, il y a quand même. Après, tu vois, t'essaies quand même de faire un truc, tu vas pas mettre lui d'une merde parce que t'as une bonne affiliation, faut pas abuser, mais tu verras qu'il y aura genre 5 lits en fin de compte qui sont pratiquement la même chose. Sur les 10 du comparatif, je peux te dire que le premier. C'est le top 5. Le premier, c'est clairement celui où il a plus d'affiliation, c'est pas le meilleur, tu vois. Du coup, les gars, ne vous fiez pas. Des fois, ça peut être les deux, à part ça. Des fois, ça peut être. Ne vous fiez pas trop non plus au site de comparatif. Attention, les comparatifs, c'est.
Mais bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait plein de trucs, tu vois, l'affiliation, les business physiques, j'ai fait du resell quand j'étais petit, donc de l'achat et revente d'habits de luxe. Ça, par contre, c'était très cool. J'ai vraiment adoré faire ça, même si ça m'a jamais rapporté beaucoup. C'est là où tu apprends beaucoup finalement, parce que sur le terrain, tu rencontres les gens. J'avais 12 ans et j'écrivais des messages à des gens sur WhatsApp. Jusqu'à Genève. Mec. Ah, mais c'était ça. Hein. Je prenais mon train à 12 piges, j'allais jusqu'à Genève tout seul. Je rencontrais des vieux, genre des gars qui ont genre 20 ans, 22 ans, tu vois, quand t'as 12 ans. Je leur échangeais des habits et tout. C'était dangereux, hein, parce que tu vois, si des gars ils pouvaient te tabasser. Mais une fois, je me suis fait scam. Un gars, il m'a donné une fausse veste et tout. Mais on a fait un bordel pas possible avec mon cousin. On l'a appelé, on dit, on va te retrouver et tout. Alors qu'on était des petits gamins, tu vois. Mais on se faisait passer pour des vieux. Et en vrai, c'était cool parce que j'ai vraiment trop appris le business comme ça. J'étais très jeune. Et j'ai une anecdote vraiment sympa par rapport à ça. Je pense pas qu'il regarderont ce podcast, mais en gros, moi, j'étais vraiment à fond sur ces groupes. Et une fois, il y a une marque qui voulait se lancer. Et moi, tu vois, comme je suis passionné du business depuis tout jeune, je m'en fous. Je réfléchissais pas. Tu vois, les gars, ils lançaient une marque et tout. C'était tellement bien. Bah ouais, j'envoyais un message et tout, machin. Tu sais, il fallait investir genre 100 ou 200 balles. Chacun, on était genre 11, tu vois. Ils avaient fait en fait un petit peu genre en mode qui veut venir et tout, machin. Okay. C'est une bonne équipe. La marque, elle s'appelait Fuse. Genre F-E-W-S. J'envoie un message et tout, je dis ouais, j'ai trop envie de mettre 100, 200 balles et tout. Et tu sais, j'étais très insouciant, j'avais juste envie d'essayer. Mec, je n'avais pas 100 balles. Hein. Genre, j'avais peut-être 20 balles de net worth à l'époque, mais j'étais en mode, tu vois, vraiment entrepreneur, je m'en fous, je trouverai un moyen, j'ai juste envie de faire. Et en fait, c'est salopard. À un moment donné, il fallait envoyer une photo pour faire le site. J'ai envoyé une photo. Puis ils ont vu que j'avais l'air trop jeune. Puis moi, je leur ai dit la vérité. Je dis, ouais, j'ai 12 ans, les gars, mais vous verrez, je vais me donner à fond et tout. Je vais réussir, je vais vous apporter de la valeur. Bah, ils m'ont dit, ils se sont tous foutus de ma gueule et ils m'ont foutu dehors. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui fait autant de trucs que moi. Ça, c'est cool. Mais en soi, tu vois, c'était mon anecdote. Bref, j'ai fait plein de business. T'as essayé le MLM ou pas? Non, j'ai jamais fait. Moi, j'ai essayé. Hein. Moi, ça m'a choqué. Hein. Je me suis pris une giga claque. Hein. Parce qu'au téléphone, les gens, ils sont forts de fou, genre. Bah, tu vois Mitsuru? Ouais. Bah, Mitsuru, maintenant, il est closer. Ah, il est closer? Ouais, et ça lui va tellement bien, mec. Ah, mais il est trop chaud. Mm-hmm. Il est trop chaud. Il a tellement un vocabulaire développé, en plus. Et puis, en plus, il faut pas avoir d'ego. Mais tu sais, la formation qu'il a pris sur mes conseils. Ah, il a des trucs de closer? Bah ouais, mec, quand il m'a parlé et tout, qu'il commençait à vouloir être closer, et bah justement, mec, ça m'a fait tilt comme ça. J'ai envoyé un message et tout, je l'ai pris, et puis il l'a acheté normalement, mais tu vois, il a pris la formation et tout. De Alex? Ouais. Ah, stylé. Donc c'est trop cool et tout. Et puis, mec, à part ça, il a des retours de fou. Genre, il me dit que c'est incroyable, c'est la meilleure formation qu'il a fait de sa vie et tout. Ah ouais, donc, Bah après, ça se voyait que le gars, Alex, là, il était vraiment chaud. C'est un gars qu'on pourrait inviter d'ailleurs au podcast. Ce serait cool, ce serait très cool. Mais en tout cas, bref, le gars, il se donne à fond et il est très content. Puis voilà, je voulais dire par rapport à tout ça, quand même que je finisse mon point, parce qu'on dévie à chaque fois, c'est que quelque chose qui se ressent beaucoup chez les gens, j'ai remarqué, c'est que en fait, beaucoup de gens essaient de faire plein de business, tu vois. Alors, Adrien, il a fait plein de business, t'as fait plein de business, j'ai fait plein de business, et au bout d'un certain moment donné, tu trouves ta voie. Mm-hmm. Et je trouve ça assez incroyable, la manière dont on essaye tous plein de trucs. Mais il faut essayer. On arrive tous à des trucs différents. Les gens qui essayent et que ça marche pas, et qu'après ils se butent, ils disent ah non, mais c'est pas pour moi, trop dommage. C'est sûr qu'il ira pas plus loin, quoi. Trop dommage, mais ça, c'est quelque chose de dangereux dans la crypto. Dans la crypto, tu prends des claques, des KO. Tu prends jamais un KO où, genre, du jour au lendemain, tu perds toute ta net worth. Mais alors attends, moi j'ai reçu des messages de pères de famille qui ont perdu la maison, divorcé, etc. Et le gars, genre, il doit rembourser parce qu'en fait, il a tout mis dans les futurs, tout perdu. Et si on parle. Ça fait chier, gros. Ouais, genre, je sais, mais con, quoi, mec. T'es pas trader, faut arrêter de croire que, genre, mec, nous, on galère. À être tout le monde, hein, tous les influenceurs que vous pouvez connaître, tout le monde galère à être rentable en futur. Genre, tout le monde. Comment est-ce que tu peux penser que toi. C'est pas pour être méchant, mais genre juste je trouve ça hyper dommage que genre il faut un petit peu se remettre à sa place, mettre un peu son ego à sa place. Comment tu peux penser que tu peux être rentable comme ça? Mais moi je voulais contrer ton argument en mode genre ne lâche pas, arrive, parce qu'en trading. Mais bien sûr, tu peux te faire liquider à zéro et après tu dis ok je rembarre, tu remets de la thune et tu te refais liquider et jusqu'à temps que t'es. Je suis clairement d'accord, mais il faut le faire sans mettre ta putain de maison et quand t'as ta famille. Ouais, mais c'est addictif, mec. Moi, je l'ai fait au début. Mec. T'es jeune, tu peux te permettre. Je suis désolé, moi, on peut pas envoyer. Ouais, c'est vrai. Dire c'est bien. Genre, c'est vrai que si t'as une famille sous toi. Si t'as une famille, etc. Ouais, et puis, je suis désolé, il y a un truc qui s'appelle le risk management. T'es censé pouvoir, si tu mets qu'un pourcentage de ton network, au début, continuer à l'infini. Impossible, mec. C'est le truc le plus dur au monde. C'est comme. Mais. Oui, mais c'est l'essence du trading. Oui, mais pour moi, c'est là où les gens doivent vraiment travailler dessus. Alors clairement, mais c'est l'essence du trading, donc il faut pas vouloir se faire liquider, tu vois. L'objectif c'est juste de toujours mettre un pourcentage
avec ton risk management. De toujours gagner de la thune. Et de toujours garder de la thune, tu vois. Et puis, en fait, de toute façon, tu apprends, donc que tu gagnes, que ça, c'est hyper difficile. Hein. Je suis clairement d'accord. Moi, c'est entre autres pour ça que j'ai arrêté le trading, donc j'en fais très très peu. Parce que justement, moi, le risk management, je le tiens beaucoup mieux en spot qu'en futur, tu vois. Pour moi, je n'arrive pas à faire du day trading tous les jours en gardant un risk management. J'arrive à faire si c'est sur du long terme. Comme j'aime bien genre des positions où je tiens un peu plus longtemps, mais ça reste quand même très difficile. Là, ça fait un moment. Pour les gens qui savent pas, je suis parti un mois du coup en Thaïlande là. Je me suis un peu quand même déconnecté un peu des charts. Mais mec, ça fait un bien fou. Mec, moi je trouve ça bizarre. Hein. Genre, c'est la première fois depuis que je te connais que je pense que ça fait combien de temps que t'as pas ouvert un trade? Mais là, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois. Non, autant que ça? Ouais. Non, quand même. Un trade en futur, ouais. Non, mais t'en as envoyé dans le groupe Crypto Pro quand même. Il y a genre avant la Thaïlande, t'en envoyé quand même un petit peu. Mec, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois que t'es en Thaïlande. Un peu plus. Un petit peu plus, ouais. Et pour moi, c'était un tout petit trade. C'était un trade de 50 balles. Donc, pour le groupe, avec le truc du copy trading. C'était même pas un trade en mode perso, vas-y, je mets 3-4K. Du coup, le fait que j'ai pas fait ça, mec, j'ai l'impression de revivre aussi. Ça te manque pas? Chronovage. Mec, ça prend tellement de temps. Non, si, ça manque, ouais, clairement. Passer mes journées derrière les charts, frère, moi j'adore ça. Ouais, quand même, je me disais, c'est chaud. Hein, non, j'adore ça, mais mec, ça fait quand même du bien de se déco et te dire que en fait, tout le temps que tu passes derrière le graphique, ta tête, elle est focus sur un truc et du coup, t'es pas du tout en fait dans le monde réel avec tes gens autour de toi. T'es toujours en train de penser à ton graphe. Parce que toi, c'est ta passion. Tu vois, le trading, les charts, tout ça. Donc, Après, bon, je pense que les gens, tu deviens vite passionné du trading. Il y a beaucoup de gens, tu rentres dedans, mec, je trouve que c'est tellement intéressant. Est-ce que tu deviens passionné ou tu deviens addict? Moi, j'ai quand même l'impression que tu es quand même passionné. Parce qu'avec le temps, tu as fait que perdre de l'argent. Alors, au début, j'étais peut-être addict. Je pense au début, j'étais addict, mais maintenant, je suis passionné de trouver le setup parfait, tu vois. Tu penses pas? Moi, alors, bon, tu sais mieux que moi, mais moi, j'aurais dit que tu étais plutôt passionné. Je dirais dit que tu étais plutôt genre addict au début et passionné maintenant. Oui, c'est ça. Ah, ok, ouais. Moi, au début, j'étais addict, et en fait, au bout d'un moment, je pense, mais ça prend du temps, en 2-3 ans, je pense, ta perception change. Et tu te dis, ok, maintenant je veux vraiment comprendre comment ça fonctionne. Tu faire ça, tu commences à avoir risk management, puis tu commences juste à gagner ta vie avec. Aussi. Ouais, ça c'est sûr. C'est là où ça change un peu. Mais en vrai, moi je pense qu'il ne faut pas abandonner. Le trading c'est très difficile, ça prend énormément de temps, il faut faire beaucoup de sacrifices, mais c'est quelque chose que vous adorez. C'est un métier qui est assez incroyable parce que tu peux effectivement travailler très peu et être, juste avec ton téléphone sur la plage. Il ne faut pas non plus mentir. Effectivement, tu peux être juste avec ton téléphone sur la plage, mais quand même être un trader, ça nécessite quand même énormément de sacrifices, tu vois. Je sais pas, c'est un style de vie. Je ne pense pas qu'il existe un trader. Dis-moi si je me trompe, qui peut se permettre genre juste de vivre toute l'année en vacances et juste de faire un trade comme ça le matin et après de faire ce qu'il veut. Tu vois, genre, j'ai l'impression, quand je vois les traders que nous on connaît qui chiffrent vraiment bien, soit des influx ou pas, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un style de vie où ils doivent, quand ils tradent, ils sont genre vraiment genre focus et tout, ils sont dans un endroit, concentrés et tout. Moi j'ai l'impression... Même toi, en Thaïlande, moi c'était impossible de faire. Voilà, tu vois, c'est pour ça que tu fais pas trop de trading en Thaïlande. Moi j'ai l'impression que genre si t'es pas focus, t'as pas ton style de vie qui est très très propre. On en a discuté plein de fois dans ce podcast. Ouais, c'est vrai que... du style de vie. Je pense que c'est essentiel. Entièrement d'accord. Voilà. Mais du coup, les gars, les trades vont reprendre sur Crypto Pro. Je pense là d'ici lundi, mardi. Là, ça va recharbonner. D'ailleurs, le W, chart incroyable de Wormhole là. La chart est incroyable. Par ça, il faut pas non plus faire croire aux gens que ça s'est arrêté. Hein. Il y avait moins de trades de toi, il y a toujours quelques idées, toujours les corrections. Ça, c'est un truc que je suis persuadé que personne fait dans son groupe. C'est que nous deux, alors qu'on est les founders, on est là dans le groupe tous les jours à répondre aux questions. Je suis addict à ça. Tu vois, mais toi aussi, on kiffe trop répondre aux gens. Ouais, moi j'aime bien aider les gens en vrai. Des fois ça me saoule quand je dois répéter 8 ans de fois la même réponse d'un truc débile. Ça me saoule un peu, je vais pas mentir. Je sais que je pense à Audrey, tu remarqué de temps en temps, tu sais, je suis la mode. Ce message-là, genre j'ai envie d'envoyer juste le lien du message parce que tu sais. Tu mets un point, tu pines le message dessus. Quand tu réponds 10 fois la même question, c'est chiant. Mais sinon, il y a des mois, par exemple, j'adore, c'est chose que je fais beaucoup, mais je fais que pour les membres de Crypto Pro, évidemment, sinon ça me prendrait trop de temps. Mais je pense que j'en fais limite, je dois en faire genre 5 par semaine, tu vois, j'en fais quand même pas mal. Des analyses de wallet en privé. Les gens m'envoient leur wallet et je les analyse. Et j'adore parce qu'en fait, genre, je vois que, pour moi, c'est quelque chose qui m'a pris longtemps à capter. Tu vois, je suis vraiment passionné par le spot. Juste l'investissement, c'est quelque chose que j'adore. Je suis beaucoup plus investissement que trading. Moi, j'adore ça. Tu vois, genre, investir dans des choses, c'est même pas que dans la crypto, tu vois. Investir dans les projets, tout ça que j'aime. J'ai toujours adoré ça. Et ben justement, dans Crypto Pro, du coup, d'aider les gens à comprendre pourquoi est-ce que tu investis dans ça et pas dans ça. Parce que pour la plupart des gens, c'est juste les cryptos, tu investis sur n'importe quelle alt. Ou genre, y a rien. Tout le monde, tu as vu une vidéo sur YouTube qui disait d'acheter ça, du coup, tu achètes ça. Alors qu'en fait, il y a
tellement de petits trucs que tu dois comprendre. Pourquoi est-ce que cette crypto-là, tu vois, dans toute la fonda, moi je trouve que c'est passionnant la fonda. Enfin, tu vois, j'aime pas juste dire la fonda parce que, genre, mec, comprendre pourquoi cette blockchain fonctionne comme ça, legit, je m'en fous. Je vais pas mentir, genre, juste la tech. Surtout, on n'a pas les capacités de comprendre derrière. Voir pourquoi est-ce que le code, il est fait comme ça et que du coup, ça change X ou Y truc. Ça m'intéresse pas de ouf. Mais comprendre ce que ça apporte. Moi, comme je dis, les gens aujourd'hui, en 2024, qui disent encore que genre les altcoins, c'est de la merde et qu'ils n'ont pas de fondamentaux, c'est des trous du cul. Ouais. C'est des trous du cul parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'il y a des projets. Je prends toujours cet exemple parce que pour moi, c'est un des plus marquants, comme Render, qui propose une solution grâce à la blockchain, 10 fois moins cher que dans le Web 2. Et cette solution, c'est fucking le truc le plus important aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est l'IA. C'est l'IA, c'est comment nourrir les IA, c'est tout ça, c'est les GPU et tout ça, c'est hyper important, c'est un énorme marché. Ouais. Et on a, grâce à la crypto, un projet qui propose ça et on en a d'autres. Beaucoup moins cher que dans le Web 2. Beaucoup moins cher. C'est beaucoup mieux, plus sécurisé, plus fiable. Tu vois, donc c'est plus rapide aussi, non? Je sais pas si c'est plus rapide, je me rappelle pas exactement. Okay, bon, en tout cas, c'est vraiment genre 10 fois mieux que dans le Web 2 et là, tu as une vraie solution qu'à apporter et c'est un exemple, mais il y en a plein dans les altcoins. Donc pour moi, justement, aller regarder les projets, comprendre pourquoi, j'adore. J'ai l'impression d'investir dans des startups. J'investis pas juste dans des cryptos parce que je veux qu'il y ait juste un pump, tu vois. J'investis aussi dans les personnes, moi. Ouais, bah c'est hyper important, une team. Dans les personnes. Par exemple, il y a un projet crypto, je veux vous avouer, le coin n'est pas non plus fou, il va pas révolutionner un truc, mais je connais les fondateurs, je sais qui ils sont et je sais ce qu'ils ont derrière la niaque en tant que personne. En fait, j'investis plus en eux que finalement dans le coin. Alors, tu sais que je connais énormément de gens. J'ai entendu beaucoup de gens dans des podcasts, des vidéos, tout ça. Énormément d'investisseurs, pour eux, c'est limite plus important la personne que le projet. Et je suis quand même bien d'accord. Parce qu'à mon avis, après, faire attention. Moi, j'aimerais bien pouvoir parier sur les personnes. Je pense que je ferais pas mal d'argent d'investir sur les personnes. Mais tu les jugerais comment? Non, Networks? Non. Ah oui, dans le succès, tu vois, en mode où est-ce qu'ils vont aller, tu vois, un peu tout, genre en mode s'ils vont faire quelque chose d'incroyable de leur vie ou s'ils vont rester dans une vie très basique. Ouais. Genre, je pense que ça arriverait bien. Trop drôle. Moi, je sais pas pourquoi. Ah non, mais c'est trop bien. C'est une fois qu'on est devenu finalement entre guillemets quand même quelqu'un de spécial, tu peux vite voir les autres qui peuvent se surélever. Mais même moi, j'ai l'impression depuis jeune, j'ai toujours réussi à me tenir, pas réussi parce que en fait, je pense juste que je me sentais mieux avec ces personnes-là. Les personnes qui arrivaient qui voulaient sortir de la moyenne. Moyenne genre école, tu vois, genre à l'école, j'aimais me tenir soit avec les gars qui faisaient une merde pas possible, mais genre qui se faisaient virer de l'école, ou alors ceux qui avaient les meilleures notes. Et souvent, moi j'étais les deux, j'avais les meilleures notes et je foutais la merde pas possible. Moi, c'était ça, c'était vraiment ça. Et tu sais que moi, je ne sais jamais viré parce qu'ils pouvaient pas. Exactement. Non, mais je me suis pas fait virer juste parce que j'avais des bonnes notes. Hein. Genre, je me serais fait tellement de fois, j'étais au directeur quand j'étais petit, mais vu que genre j'étais souvent en première classe, quand j'étais en primaire surtout. Mec, c'est marrant de dire un entrepreneur mais que t'as arrêté l'école et que t'étais premier. Attention. Et souvent c'est l'inverse. Hein. Oui, parce que j'ai pas fini l'histoire. J'étais premier de classe quand j'étais jeune. Parce que je suppose que je trouvais ça pas très compliqué. Il y a le quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Mais en fait, plus j'ai grandi, plus t'as capté la matrice. Mais en fait, mais c'est ça. Mais j'ai découvert le business quand j'avais seulement 8-9 ans. Hein. J'ai commencé à vendre des raclettes et tout ça. Il y a 12 ans, j'ai eu un business quand même qui me rapportait de l'argent, tu vois, le resell. Et puis c'était vraiment ma passion de ouf. Donc pour moi, j'étais absolument pas du business, absolument pas du travail. Je kiffais trop faire ça. Je voulais juste avoir le plus d'habits de marque. C'était juste ça mon objectif. Hein. Je m'en battais les couilles du reste. Et du coup, en fait, progressivement, j'ai commencé à me détacher de l'école. Mais après, c'était la catastrophe. Hein. Quand j'ai arrêté l'école, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Mais du coup, j'étudiais pas. Et tu sais, je disais ça. Hein. C'est pour ça que j'étais à Brigue. Et après, c'était une trop dure à Brigue. J'étais à Sion. Et après, j'ai arrêté Sion. Je disais, à partir du moment où je dois étudier, pour moi, l'école, ça devient trop dur. Ça me fait chier. Parce que j'avais les meilleures notes sans étudier. Genre, j'ai jamais ouvert des livres, tout ça. Je détestais faire ça. Ça me faisait chier. Je perdais du temps de ouf. Et dès que j'ai dû monter obligatoirement, tu dois étudier. Et plus je devais étudier, plus ça me saoulait. C'est intéressant. Je pense à partir du moment où tu commences à comprendre que tu es dans la matrice, en tout cas même les Français et tout ça, quand tu commences à comprendre que genre il y a tout qui va mal autour de toi, avec l'école, qu'il y a des gens, tu peux te détacher finalement de cette rat race machin, tu pètes ton crâne. Et du coup au final après t'as plus envie de travailler, même au travail. Je suis trop d'accord. Et on regarde après, tu vois, en France, typiquement, c'est la merde pas possible. Et en plus, avec tu vois, il n'y a plus rien qui marche et tu payes des impôts pas possibles, etc. Et de l'autre côté, tu vois des Andrew Tate, des tout ça, des Iman Gadzhi, des trucs qui te motivent en quelque sorte. On s'en fout de ce qu'ils disent la vérité ou pas, tu vois, mais juste, ils te motivent à être quelque chose de plus grand. À croire qu'il y a autre chose, que c'est possible parce qu'ils viennent d'en bas et ils ont monté, etc. Et ils te disent que c'est possible pour tout le monde. Et du coup,
En fait, au fur et à mesure du temps, je pense que tu commences à te rendre compte que c'est vraiment possible et tu as envie de bouger. Ouais. Après, je pense qu'il faut faire attention, il faut faire une nuance là-dedans parce que moi, j'ai l'impression que c'est devenu une mode d'être entrepreneur. Je sais pas si tu trouves, mais moi, j'ai l'impression que il y a tellement de fanboys d'entrepreneurs, tout ça, machin. Moi, j'en vois autour de moi, je suis sûr, j'en vois. Parce qu'ici, on est à Dubaï, on est déjà avec les gens qui ont quand même pas mal réussi. Nous, à Dubaï, c'est nous qui sommes les fanboys. Ouais, en quelque sorte. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a déjà la sélection qui s'est fait pour arriver à Dubaï. Mais moi, c'est comme toi aussi, on était beaucoup en Suisse. Moi, je vois beaucoup de monde qui sont juste genre fans. Et ils font ça parce qu'ils trouvent ça stylé. Ils sont entrepreneurs pour faire la story. Ils font la story. Mec, ça fait combien de temps qu'on fait du business? Avant toi, toi, c'est différent parce que t'es un peu influenceur, donc t'as dû faire des trucs. Moi, ça fait genre 5, ça fait depuis que j'ai. Ça fait 5 ans que je fais du business, vraiment à fond. 3 ans que j'ai commencé à chiffrer et que ça devient vraiment intéressant. Et pourtant, j'ai fait genre 4 stories de mon ordinateur où j'ai fait 4 stories où je disais que je faisais du business. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, je m'en fous. Je fais ça parce que j'aime et que j'ai vraiment la niaque. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils trouvent ça stylé, parce que c'est à la mode d'entrepreneur. Bon, après, entrepreneur, c'est quoi? Tu commences à gagner de l'argent de ton propre côté tout seul? Ouais, tu fais du business. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et tu vois, après, dans leurs résultats, ils chiffrent pas, ils ont juste arrêté l'école. Ouais. Je trouve ça dommage. Je pense que ça peut faire un gros bordel. De gagner. Ouais. Okay. Ces gens arrêtent l'école avant les diplômes. Mais bon, après, tu peux vite les trier, mec. Regarde à Dubaï, il faut y venir. Hein. Il faut venir y habiter. Je suis d'accord, mais moi, je trouve juste quand tu vois, c'est des gens qui vont décider d'arrêter l'école, des gens qui vont prendre plus de risques, qui vont investir leur argent et tout ça. Et c'est pas, je pense qu'il y a beaucoup, c'est pas des vrais entrepreneurs. Faut arrêter de se dire genre. Ah, mais bon, il faut bien commencer quelque part, je trouve. Bien sûr, mais tu vois, pour moi, les entrepreneurs, c'est quand même un 1%. Il faut avoir la niaque, il faut vraiment être déter, il faut être passionné par l'entrepreneuriat. Mais c'est là où moi j'aime bien. Vu que t'arrêtes l'école, t'as pas le choix. T'sais. Oui, mais le problème, c'est que je crois qu'il y a pas mal de gens, même s'ils n'ont pas le choix, ils ont la capacité d'en avoir rien à foutre. Ouais, ok. Et justement, moi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui tombent à la dérive, en fait, à cause de ça. Donc, pour moi, genre, c'est bien. Parce que après, tu découvres. Et du coup, indirectement, ils deviennent de gauche. Parce qu'ils veulent des... Et ça, c'est dommage. Et après, non, en vrai. Bah oui. Vrai. Après, ils veulent un salaire universel, machin, ils veulent payer... et rien faire. Plus d'impôts. C'est quand même dingue qu'en France, il n'y ait pas de salaire universel alors qu'ils payent 66%. Je ne comprends pas, genre le calcul est pas bon. Mais c'est un pays communiste. Pour moi, c'est... Mais tu te rends compte que l'État, du coup, 66% ramasse plus d'argent. Enfin, tu sais, chaque mouvement d'argent, l'État ramasse plus d'argent. Ils ont quand même besoin de faire de l'inflation après. C'est quand même dingue quand tu penses. Quand tu le pays cool. Et le pays cool. Le Ponzi que c'est, genre, ils donnent de l'argent, de la banque centrale, tout ça, ils la donnent pas. Ils le prêtent en banque. Il prend déjà des intérêts et ensuite chaque flux d'argent, parce qu'en gros les flux d'argent c'est les salaires les plus importants, chaque flux d'argent ils reprennent un truc. Et puis après genre, tu vas acheter au restaurant, mais il y a la TVA, et puis ils reprennent. Puis en fait genre c'est un siècle de fou parce que c'est eux qui mettent l'argent, donc c'est déjà le leur, ils le mettent dans le rond. Ouais. Et ensuite ça tourne dans le rond. Et après ils retaxent. À chaque fois ils retaxent et ils arrivent quand même pas à faire ce qu'ils veulent. C'est quand même incroyable. Moi je trouve ça tellement dingue. Il y a tellement de trucs pour tout, là, les papiers et tout, même les fonctionnaires, il y en a 36 000. Regarde, je pense, j'aurais bien voulu avoir la stat du nombre de fonctionnaires en France par rapport du nombre d'habitants, par rapport en Suisse au nombre d'habitants. Ça aurait été incroyable. Ouais, et puis parce ils ont payé à rien foutre. Ouais, et ça ne marche pas. À faire des papiers inutiles, à remplir toute la journée, là. Même j'ai vu qu'ils allaient taxer les voitures. Ils aiment parler en France. Mais après, moi, tu vois, là, on taille la France, mais comme on dit toujours, c'est un magnifique pays. Mais c'est incroyable. Ils ont décidé de faire un bordel pas possible. Et c'est dommage parce que moi, tu vois, si aujourd'hui... moi, j'adore Dubaï, hein, mais si je pouvais vivre en Europe... Tu vis en Europe. Mais il faudrait que ce soit pas le sbeul. Aujourd'hui, c'est dangereux. Genre, typiquement, mec, aujourd'hui tu porterais ta montre à Paris? Ben non. Tu vois, et je la porterais pas non plus à Londres. Londres, c'était la capitale du monde, littéralement, pendant des centaines d'années. Et aujourd'hui, ça devient n'importe quoi. Et c'est la même chose, nous, on a de la chance, on est suisse. Enfin, t'es aussi français, mais on est quand même d'origine, on a vécu en Suisse toute notre vie. Donc, tu vois, ça va. La Suisse, ça va. Mais même... Mais là, ça commence à se dégrader. Tu vois, moi, je vois des gens là sur Twitter, maintenant, ils disent hey, Dubaï, c'est nul, la Suisse, machin, c'est bien. Pour quand t'es riche, je suis désolé, mais gros, tu vas à Lausanne, hyper dangereux, ville la plus dangereuse de Suisse, c'est le bordel, mec. Je pense que tu sors le soir avec une Rolex, t'as de la chance de te la faire piquer. Ouais. Il y a des gens qui se font tuer à la sortie de boîte. Ouais. Au MAD, je sais pas si t'as entendu, mais des trucs de malade. À Genève, c'est aussi hyper dangereux, ça dépend où, mais il y a quand même pas mal de quartiers, tu vois, il y a les paquets. Mais même à Genève, là, j'ai entendu, moi j'ai habité pendant 6 mois à Genève. Le week-end, t'as des gens de Lyon qui montent sur Genève pour aller braquer et voler tout ce qu'ils trouvent à Genève, et après ils redescendent à Lyon. Tu vas à Zurich, autre grande ville. Bordel bon, aussi. Zurich, c'est peut-être moins, parce qu'il y a du côté allemand.
Pardon. Oui, mais c'est moins, il y a moins le... alors je veux bien qu'il y ait cette mentalité allemande un peu plus forte, mais ça reste quand même... c'est 1 million d'habitants, Zurich. Ouais, bon, c'est sûr qu'il y a un grand mélange. Ouais, c'est ça, tu vois, et c'est chaud. Et après, t'as toujours les zones qui sont les zones des riches, etc., qui sont partout, même dans les plus grands slums du monde, tu vois, tu vas en fin fond de l'Inde. Tu vas au Medellin, t'auras un quartier de riches. Voilà, tu vois, bien sûr, t'as toujours ça. Mais de manière générale, dans le pays, même l'Europe, ça devient de plus en plus chaud, hein. Ah non, mais moi je suis content d'être à Dubaï, là, en vrai. Donc moi tu sais, ça c'est tellement un kiff. Bon, là on s'est fait attraper par des catastrophes naturelles, mais de manière générale, tu paies rien à Dubaï. Genre là, bah regarde, on va donner un exemple. Cryptolord. Ouais, bah Cryptolord. Bah, par exemple. Mais moi aujourd'hui, c'était quoi? Bah là on est dans le parking, j'ai laissé mon passeport, j'ai laissé plusieurs milliers d'euros en cash dans la voiture comme ça, je m'en fous, je sais que je reviens, on aurait pu la laisser ouverte. Ah de fou. Mais regarde Cryptolord, pendant les intempéries, il était en lambeau. Il s'est parqué sur une dune. Dehors, il a laissé, à mon avis même, sa lambeau ouverte. Oui, il a dit, il a laissé la clé à l'intérieur et 100K en cash. Et il y avait 100K en cash dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants, mais c'est Dubaï, ça m'étonne même pas. Personne va avoir l'idée de venir te piquer quelque chose ici. Ouais, mais c'est la mentalité du lieu est folle. Et vu que tout le monde respecte, tu te sens obligé de respecter. T'as envie de respecter, je te jure. Même, c'est propre, tu vas pas jeter un truc par terre. Trop vrai. Alors que, par exemple, moi je prends l'exemple de la Thaïlande, il y a des déchets partout. Bien sûr que moi je prends mon papier de chewing-gum, je balance par terre, ça va changer quoi? Non, ça c'est portable. C'est là où... Bon, après j'ai quand même ramassé des déchets. Je l'ai pas fait, j'ai ramassé des déchets en Thaïlande. Ouais, parce qu'il y avait des endroits incroyables et il y avait des gens, ils avaient laissé des bouteilles et des canettes partout. Je suis les gars. Ouais, ça c'est très dommage. C'est trop dommage. On est quand même un peu éco, même si on n'a pas l'air. Ouais. On roule en belle voiture parce que... Parce que j'en ai rien à foutre, je vais continuer à rouler dans ma belle voiture, je m'en fous de ça complètement. Par contre, si je peux... moi, typiquement, j'ai toujours bien aimé si je peux planter des arbres. Je trouve ça cool. Ouais. Mais tu vois, genre moi, c'est parce que je trouve ça joli. Je suis pas en mode à me dire oh, c'est la mort, on va tous mourir, il va y avoir le réchauffement climatique. Mais par contre, tu vois, je suis pas non plus débile. Et je vais, genre, si j'ai l'occasion, tu vois, d'utiliser, par exemple, quand j'étais jeune, j'utilisais beaucoup Ecosia. Je crois que c'était ça le nom. Mais moi aussi, le navigateur. Ouais, le navigateur qui te permet de planter des arbres, tu vois. Ou genre, par exemple, à l'aéroport à Genève, en venant, il y a un vélo, si tu roulais que tant de kilomètres, il disait qu'il plantait un arbre. Je me suis dit, vas-y, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est rigolo. Mais genre un vélo sur place. Ouais, un truc électrique. Ouais, c'est rigolo. Tu vois, moi, des trucs comme ça, je trouve ça sympa, je peux aider un petit peu. Par contre, je vais continuer à rouler dans une voiture à essence, qui fait du bruit, qui te fait plaisir, efficace et qui me fait plaisir, tu vois. Je vais pas genre commencer à me faire chier pour ça, mais je vais pas être con, tu vois, non plus, faut pas exagérer. Genre, je vais pas faire exprès de polluer. Ouais. Tu vois, faut être moi je pense qu'il faut être rationnel et c'est tout. Tu penses quoi des gens qui prennent le train au lieu de l'avion parce que c'est éco-friendly? Bon, si ça le dérange pas de prendre le train, genre que pour eux c'est normal et tout, ben ok, mais moi personnellement, je vais pas faire 20 heures de train alors que je peux faire 1 heure en avion. Ouais. Ça c'est juste pas smart en fait. Ouais. Puis après aussi, je pense que ça va faire chier beaucoup de gens ce que je vais dire. Mais l'avion, il va quand même voler, mec. Ouais, non mais ouais, alors déjà... Que tu sois dedans ou pas. Oui, mais en plus, je pense que ça va faire chier beaucoup de gens ce que je vais dire là, mais je pense que c'est aussi en fonction de combien ton temps vaut, tu vois. Ah ouais. Parce que non, mais c'est la vérité. Au bout d'un certain moment donné, je veux dire, si chaque heure tu gagnes 200 balles, si chaque heure tu gagnes 400 balles, chaque heure tu gagnes 1000 balles, enfin un calcul au mois. Bon, alors là, ton temps il vaut quand même beaucoup, donc ça vaut quand même peut-être. Tu vois, t'as plus de raisons de prendre un jet ou de prendre l'avion que si tu prends si tu gagnes rien, si t'es au chômage, que t'es un peu un poids dans la société et puis que tu prends le train à la personne poids dans la société. Bon, moi je suis désolé, pour moi les gens qui sont au chômage. Après ça dépend, il y a le chômage, genre tu changes de travail, t'es un mois au chômage et puis tu ressautes. Moi j'aime pas, pour moi c'est parce qu'on dorlote trop les gens. Pour avoir un business réel en Suisse et voir à quel point c'est n'importe quoi, à quel point tu peux genre prendre un arrêt maladie alors que t'as rien du tout, à quel point tu peux genre aller au chômage, tout ça, c'est trop facile. Et du coup les gens ça devient des putains de tapettes. Je suis désolé du mot, mais c'est la vérité. Les gens ils deviennent de moins en moins efficaces, ils font rien, ils sont flemmards. Genre mec, je suis désolé, j'ai 18 piges et je fais 15 heures par jour pendant 1 semaine non-stop, aucun problème. Genre, ma vie ne va pas changer, je peux continuer, je peux faire ça, etc. Je peux travailler. Alors que tous les jeunes de mon âge, c'est des flemmards, ils veulent aller faire la fête tout le temps, boire, regarder Netflix, tout ça, machin. Et je fais ça depuis des années, pas 15 heures par jour tous les jours. Mais ça fait des années que je travaille plus qu'un 100%, et que je travaille le week-end et tout ça, machin, que je fais des sacrifices. Et voilà, tu vois. Et je pense que... Et puis aujourd'hui, je suis de l'extrême en mode je travaille énormément. Mais à l'époque de nos grands-pères, c'était normal. Tu vois, tout le monde, la classe moyenne, c'était comme ça, t'étais efficace. Il fallait se bouger, quoi. Bah oui, et aujourd'hui, avec tous ces horribles trucs, toutes ces aides, mais en Suisse, même en France, t'as tellement d'aides. Tu fous rien, t'as 40 000 aides qui te viennent de tous les côtés et t'as pas envie de foutre quelque chose.
Déjà, à partir du moment où tu te dis, vas-y, il me faut 4 ou 5 enfants pour toucher des aides en plus, genre, tu vas où? Alors moi, ça me choque, ça. Ouais, et puis ça bah après, tu vois, à la limite, pour que le Ponzi fonctionne, il faut qu'il y ait des enfants. Là, je veux bien comprendre, mais enfin, c'est important qu'il y ait des naissances d'enfants, tu vois, pour que le Ponzi de la société fonctionne. Parce que avec l'Europe, ça va tellement se casser la gueule. Tu penses quoi d'ailleurs de tout ça? Genre du fait qu'il y ait de moins en moins de naissances et que du coup les retraites, ben, elles augmentent de l'âge. Je sais pas, tu sais, il y a eu les retraites à 64 ans, ça fait un bordel pas possible en France. Tu penses quoi de ça? Moi, je pense que bah il y a pas trop le choix, quoi. Après, moi, tu vois, je compte pas sur la retraite. Moi, j'ai envie de me faire ma propre argent pour la retraite. Mais est-ce que tu cotises pour la retraite typiquement en Suisse? Mais non. Ouais, moi non plus. Bah, j'ai cotisé quand je travaillais parce que t'as pas le choix. Mais après, quand tu pars du pays où tu commences à être entrepreneur, bah, si tu te verses un salaire avec ta société, tu es obligé d'y cotiser. Mais tu sais que tu peux genre demander de cotiser en Suisse, tu pourrais. Mais moi justement, je veux pas. Parce que je pense que moi justement, moi j'ai le mindset où je me dis, mec, ma retraite, je m'en fous. Même moi, c'est all-in sur moi. Moi, je parie à fond sur moi. Je me dis, je vais faire assez d'argent pour me payer toute ma retraite. Et puis, mec, je bosserai jusqu'à ce que je clame. Moi, j'ai pas forcément envie d'arrêter. Hein. Genre, bah, si t'aimes ce que tu fais, pourquoi t'arrêterais? Ah, mais tu sais, genre, moi, si on me disait demain, bah vas-y. Est-ce que tu prendrais 1 million une année à ne rien faire? Tu peux rien faire. Non, 1 million, c'est pas assez. Je pourrais, si tu montes plus, je pourrais. Mais 1 million, pas possible. Parce que je pense que. Genre rien faire, tu peux pas faire les trucs que t'aimes. Genre... Ah non, rien du tout. Genre, je peux pas bouger. Non, si. Mais tu peux par exemple. J'ai pas le droit de bosser. T'as pas le droit de faire les trucs que t'aimes. Genre là, si tu vas aller faire un tennis, tu peux pas. Parce que... Ah non, ça non. J'ai plus du tout de liberté, non. Okay. Mais par contre, si je dois juste arrêter de faire du business, bah je pense que 1 million, non. Mais si tu montes. Après, tu peux valoir ton business à combien tu vas faire par an. Ouais, justement, c'est ça. Genre, si tu fais un x10, x20, je pense que je n'arriverai peut-être pas à faire ça. Donc là, tu vois, je serais chaud. Ok. Après, voilà, c'est déjà un peu des plans sur la comète. C'est drôle. Mais ouais. Bon, les gars, je pense qu'on arrive un peu à la fin. Ouais, on arrive à la fin déjà. En fait, ils sont pas venus nous dire ceux qui nous font pour une fois, podcast, parce qu'on est le matin et on le vit. Ouais, je pense qu'il n'y a personne. Mais voilà. Ça a dû démotiver. Tu vas faire l'outro? Bah ouais, bah maintenant on va se taper 10 étages en marchant en bas parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et après, heureusement qu'on a une putain de Range Rover parce que sinon on aurait dû. Enfin, ça va être chaud là. Peut-être qu'on va devoir passer dans des torrents. Dans de l'eau encore, ouais. Ouais, c'est chaud, mais c'est cool. Donc les gars, c'était un plaisir. J'espère qu'on se revoit vite sur Crypto Pro. En tout cas, on va pouvoir rouvrir le groupe dans pas longtemps. Donc ça va vraiment être sympa, on va rouvrir et puis... Je sais pas, je pense que ce sera pas encore ouvert le moment où on sortira ce dimanche. Je pense que c'est début de la semaine prochaine. Hein. Ok, j'espère. Bah écoutez, le plus vite possible, on le rouvrira et puis on vous en reparlera et puis on espère vous y voir si vous y voyez d'un peu. Au top. Voilà, au plaisir. Chaud, top. Chaud, bonne journée les gars.